Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, vous qui nous regardez du côté de Kouré-Malé, les grandes gueules sur Radio Espace, mais aussi sur les radios partenaires. Vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez à Foussé. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Ils sont rentrés bredouille, le moral dans les talons après une participation peu glorieuse au mondial de leur catégorie au Chili. Et pourtant, beaucoup d'espoir pesait sur leur frêle épaule. Il s'agit des cadets guinéens. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance? Les cadets guinéens ont-ils bénéficié des meilleures conditions de préparation et de traitement pour faire une bonne Coupe du Monde? Entre autres, des questions posées ce matin. Monsieur Mohamed Mori Kourouma, capitaine de l'équipe nationale cadette, il sera dans ce studio ce matin pour le plaisir, mesdames et messieurs. Le système éducatif guinéen bat de l'aile, je le disais dans le morning. Depuis belle lurette, les problèmes d'infrastructure combinés au déficit de formation des formateurs, sans la corruption et le clientélisme ont fini, en tout cas par miner ce secteur. Autant dire que le système coule et s'écroule sous l'effet de plusieurs facteurs conjugués. Comment en est-on arrivé là? Georges Gandhi Faragé Tunkara, ancien ministre de l'enseignement supérieur et candidat malheureux donc à la présidentielle de 2015, il va être notre invité ce matin chez les GG. Un militant du PEDN s'est dit être dans le viseur des partisans du parti au pouvoir à Baro, sous préfecture de Kouroussa. Son crime, avoir affiché de manière en tout cas ostentatoire, son appartenance au parti de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. L'ultimatum de 72 heures qui lui aurait été donné pour quitter Baro expire donc ce mercredi. Danger. Comment réagit-on à ces menaces au sein du PEDN? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Monsieur François Bourneau, responsable communication du côté de PEDN, il va intervenir ce matin chez les GG. Bonjour Ahmed Camara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Maintenant, on est en Guinée où on donne des ultimatums à des gens pour quitter des localités comme s'ils n'étaient pas guinéens. C'est vraiment ridicule. Allez, bonjour à vous Djibril. Bonjour Lamine. Il ne va jamais changer ce bonhomme-là, c'est incroyable. Allez, Abaka Diallo, bonjour mon grand. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, bienvenue, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser un peu à cette polémique autour de l'attribution du marché de fourniture du verre, donc pour le compte du ministère de la Sécurité. Vous le dites, il y a de nouveau. Oui, absolument du nouveau, parce que vous avez bien fait de titrer polémique, parce que la polémique, elle ne cesse d'enfler et elle est en train de créer beaucoup de tensions entre nos différentes institutions intervenant dans le cadre des marchés publics, donc de la passation de la commande publique en République de Guinée. Je pense que c'est une première dans notre pays qu'une affaire, une plainte portée par une entreprise ou par 3 entreprises qui se sont sentis lésés et évincés dans une procédure d'attribution de marché public. Donc c'est une première qu'une telle plainte fasse autant de bruit et qu'elle soit au cœur donc, du débat, même au sommet de l'État guinéen. Donc il faut rappeler que à travers l'adoption et la promulgation des nouveaux codes des marchés publics, c'était avant septembre, la Guinée a matérialisé ainsi sa volonté donc de conférer désormais toute la transparence qu'il faut à la passation des commandes publiques. Dans la foulée, si vous vous rappelez, il y a eu l'institution d'un nouveau segment au niveau de l'administration générale des grands projets qui est dirigé par Amara Somparé. Il s'agit du contrôle de la passation et des délégations des services publics. Alors, cette nouvelle institution, et dans la foulée, il y a eu l'institution de ce qu'on appelle l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, donc qui joue un peu, qui fait office d'arbitre de police. Voilà, de police. C'est auprès de cette institution que les entreprises donc viennent, qui se sentent lésées dans une procédure de passation des marchés publics, viennent pleurer ou viennent porter leurs griefs ou leurs réserves. Alors, dans le cadre de l'appel d'offres dont nous parlons,
Il s'agit donc d'un appel d'offres qui a été initié par le ministère de l'Intérieur et qui a été donc publié dans le journal des appels d'offres et mis en ligne donc sur le site de ce journal le 3 août dernier. Je rappelle rapidement. Et 2 lots étaient donc concernés par cet appel d'offres. Un premier lot est concernant acquisition des denrées alimentaires. Et un deuxième lot concernant acquisition des produits pharmaceutiques. Alors, l'appel d'offres, il faut bien le préciser, a fixé la date limite du dépôt des offres au 28 août 2015 à 12 heures précises. Ouais. Donc la précision est importante. Parce que ce qui va venir par la suite découle un peu de cette indication de date et d'heure. Donc on est clair que c'était le 28 août 2015 à 12h. Ce qui va se passer, le même 28 août, il y a eu 2 communiqués. Et je pense que la directrice nationale des marchés publics l'a reconnu dans un courrier transmis à l'administrateur général des grands projets, M. Thalès Condé. Oui. Nous avons le courrier sous la main. Les grandes gueules. Donc, il est clair qu'il y a eu 2 courriers, 2 informations contradictoires relatives à la séance d'ouverture des plis. D'accord. Voilà. Il y a eu une première information qui fixe l'heure d'ouverture de cette séance à 11h. Il y a eu un second courrier qui fixe donc l'heure d'ouverture de cette séance à 15h. Et la dame, Madame Touré, elle explique dans ce courrier adressé à M. Thalès Condé que les 2 courriers sont... la contradiction relève du fait qu'il y a eu incompréhension. Ce sont ces mots. Incompréhension entre le chef de division et le chef de section à propos de l'heure. Elle dit, le premier, donc le chef de division, tenant compte du programme de formation qui commençait de 9h à 17h, a estimé reporter l'heure d'ouverture à 15h. Se référant à qui? Non, il faut bien comprendre. Donc le chef de section, tenant compte d'une séance de formation qui devait avoir certainement à l'intérieur de la Direction nationale des marchés publics, a estimé qu'il fallait reporter la séance d'ouverture des plis concernant cet appel d'offres à 15h. Alors que le chef comment je vais dire, le chef de section, lui, a maintenu l'heure à 12h. Vous voyez un peu la contradiction. Donc la contradiction, elle est flagrante. Ce qui a fait que un certain nombre d'entreprises ont fait acheminer leur pli au-delà de l'heure indiquée comme date butoir de dépôt des offres. Donc il y a des entreprises qui, dans l'intervalle de 11h à 15h, ont fait acheminer justement leur offre, mais elles ont trouvé porte close au niveau du secrétariat de la Direction nationale des marchés publics. Alors, ce qui va se passer, donc il y a eu cette séance d'ouverture qui a eu lieu finalement à 12h au niveau de la Direction nationale des marchés publics, alors que dans la tête de certaines entreprises, c'était reporté à 15h. Les grandes gueules. Vous voyez la contradiction. Que finalement, la séance va avoir lieu, les offres vont être ouvertes, et entre-temps, pendant la séance d'ouverture des plis, 4 entreprises vont arriver dans la salle et ça va faire beaucoup de désordre. Et finalement, la dame dit que après beaucoup de conciliabules, beaucoup de concertations, les offres des 4 entreprises qu'on dit être venues en retard, ces offres vont être reçues, elles vont être ouvertes. C'est là où il y a mal donne. Et je pense que c'est là l'erreur monumentale que cette commission, la commission qui a été instituée par Mme Touré, a commise. Il ne fallait pas du tout accepter et ouvrir ces offres. Parce que une fois que c'est ouvert, ça viole le secret du contenu de l'offre. Alors, c'est à partir de là qu'un certain nombre d'entreprises, les établissements Kalilou Barreau et 2 autres entreprises ont donc été saisir l'ARMP et cette même Direction nationale des marchés publics. Parce que au cours de la séance d'ouverture, de cette séance d'ouverture des plis, à un moment donné, la commission a décidé simplement d'écarter les offres des 4 entreprises qui sont arrivées à ses yeux en retard. Je pense que la dame même, elle reconnaît que ces offres ont été ouvertes, j'utilise ces mots, par inadvertance. Et je pense que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. C'est extraordinaire. C'est pas du tout acceptable. Ce qui va se passer, et
une fois que l'ARMP a été saisi donc, par un courrier régulier des établissements Kalilou Barreau, l'ARMP va étudier, donc va enquêter et va examiner tout le dossier de long en large. Et finalement, elle va arriver à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 59, alinéa 5 du Code des marchés publics. Parce que les offres, toutes les offres ont été ouvertes et à partir de là, aucune offre ne devrait être évincée. Et je pense que... Est-ce que vous êtes approché un petit peu de son pareil, entre autres? Parce que, oui, le cas de Thales, on le sait très bien, quand vous débarquez, si vous voulez, du côté de la présidence publique, tous ces cadres-là, ce sont des chefs d'entreprise. Il faut qu'on le dise, c'est très important. Voilà, il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu, parce que je peux pas comprendre, selon l'explication d'Abaka Diallo, que l'AMP demande à annuler, et comme par magie, non, on revient dans la balance, parce que même j'ai entendu, parce que je me suis approché un petit peu quand même de ce dossier, à dire non, que c'est le président qui a dit, non, écoutez, on va essayer de tout, table rase, et les entreprises qu'on a rejeté que c'est sous la demande du président. Vous vous rendez compte, Ahmed Kamara? C'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vais finir sur cette partie. L'ARMP, dans sa décision, parle de l'incompétence de l'administration générale et contrôle des marchés publics à modifier sa décision. Les grandes gueules. C'est là il y a tension entre les deux institutions. J'ai lu ce passage-là, considérant que conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 22 juillet 2014, les décisions de l'ARMP sont exécutoires et en force contraignante sur les parties. Elles sont définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judiciaire. Donc, les décisions de l'ARMP s'imposent à tout le monde, y compris à l'ACG, PMP. Donc à partir de là, l'ARMP s'étonne de savoir que l'administrateur général des grands projets a donné quitus à la Direction nationale des marchés publics de continuer l'évaluation et de ne pas, surtout, et d'exclure les 4 entreprises dont les offres sont arrivées en retard. C'est vrai que les offres, si tant est que cela a été vérifié, les offres sont arrivées en retard. Mais l'erreur qui a été commise, c'était de les prendre, de les recevoir, de les ouvrir. Et je pense qu'à partir de là, on ne peut pas écarter ces entreprises-là parce qu'il y a violation de l'article 59 et l'article 60 du Code des marchés publics. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, vous l'avez rappelé, nous apprenons que donc c'est l'ordre qui cette décision. J'en suis sûr. Il faut rappeler que, vous l'avez dit, l'ARMP avait demandé à la Direction nationale des marchés publics, à sa directrice, non seulement que l'attribution provisoire ait été annulée, mais aussi qu'elle mette en place une nouvelle commission pour prendre en compte toutes les offres qui ont été ouvertes et les évaluer. Et selon nos informations, Mme Touré a bel et bien mis en place cette nouvelle commission qui avait commencé à travailler et qui devait donc prendre en compte toutes les offres. Mais l'ordre s'est revenu de quelque part pour lui demander le demander, on met tout ça sur le compte du président. Le président qui n'est pas là, qui est pourquoi il n'est pas au courant? Donc on dit que c'est le président qui a donné l'ordre de ne pas donc évaluer les offres des 4 entreprises qui sont arrivées. Donc on ne peut pas. Et souvent ce qu'on dit, c'est politique. Vous savez, mon petit, c'est trop dangereux. La question finalement, entre l'ARMP et l'administration générale et contrôle des grands projets, qui a le dernier mot pour décider donc du sort de l'attribution des marchés. Et vous avez vu au visa du décret du 22 de l'article 22 du décret du 22 juillet 2014, les décisions de l'ARMP sont exécutoires et en force contraignante sur toutes les parties. À partir de là, je pense qu'il y a un cas de flagrant déni de justice. Est-ce que vous avez rencontré Thales en ce qui concerne l'enquête? Parce que c'est important. Non, mais si, Abaka. On ne peut pas. Mais si, c'est important, mon grand. Non, mais ce n'est pas possible. Tout le monde le sait. Comment ça, c'est pas possible? Non, mon grand. C'est important. C'est ton devoir de rencontrer Thales. Ben oui. Ben oui, mon grand. C'est important. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas mettre la main sur. Il travaille pour le peuple, mon grand. Ce que je sache quand même. C'est pas un génie quand même. Ce qui me dédouane, je vais vous expliquer. J'ai tous les échanges de courriers entre Thales, Mme Touré, Thales, M. Guillaume Curtus et tout. Tous les échanges de courriers sont là. Il y a même ce courrier du 5 novembre dernier de M. Thales adressé à M. Guillaume Curtus qui lui demandait de prendre des sanctions contre les cadres donc, de la commission d'évaluation qui se sont rendus coupables de la violation de l'article 59 du Code des marchés publics. Je pense que cela est assez clair.
il y a quelque chose sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. C'est qu'il y a violation de cette disposition du Code des marchés publics. Le fait d'avoir ouvert les offres des entreprises. Une fois que cela est fait, je pense que et à la CGPMP, et à l'RMP, et à la DNMP, tout le monde est d'accord qu'il y a violation de ce code. À partir de là, je pense que c'est simple. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de reprendre toutes ces offres-là, de les évaluer. C'est aussi simple. Ce qui est bizarre, c'est si vraiment le président ne fait pas attention, les 5 années-là, on va se manger. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Ouais, parce qu'il y a la junior qu'il disait la dernière fois ici, en ce qui concerne évidemment le respect de ses décrets. Eh ben, la preuve est là aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que ça, Thalès, c'est pas un petit dieu quand même. Oui, oui. C'est pas un petit dieu, mais ça relance la question, bien évidemment, du respect non seulement de la modernisation de cette administration, mais également du respect des cadres les uns envers les autres. Parce que si un département qui est coiffé par un autre département de façon hiérarchique, il faut le signaler, et que ce département ne respecte pas les décisions de sa hiérarchie, je pense que c'est grave. Leur avenir de plancher sur toutes ces questions. Je pense que le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, monsieur, ne vous asseyez pas dans votre bureau, ne vous contentez pas de la présence physique des agents sur le terrain, parce que pour moi, aujourd'hui, le plus gros combat, c'est à ce niveau. Ce n'est pas normal. Il faut aussi le respect entre les institutions. Quand les institutions ne se respectent pas, c'est la catastrophe. Comme vous l'avez dit, ces 5 ans-là, on risque de se bouffer dans l'administration. Eh bien oui, Ahmed. Allez-y, Roby. On a en mémoire le cas de EDG, quand on parle de décisions qui ne sont pas respectées. Oui, mais il y en a plusieurs cas comme ça. Mais ce sur quoi je veux revenir surtout à la direction de passation des marchés publics, c'est que c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau parce qu'il y a des gens qui sont là, qui prennent désormais des sanctions. Dans cette institution-là, est-ce que depuis là-bas c'est prem mon petit. Non mais depuis qu'elle existe, est-ce que vous avez entendu huir un cas pareil? Jamais. Je veux dire que Amara Somparé, c'est une question de jeunes. Encore une fois, ça va vous faire mal à l'oreille, mais c'est vrai. Souvent j'y assiste. Amara Somparé parfois qui est obligé de se transformer en professeur de français pour corriger certains courriers qui viennent de la hiérarchie. C'est grave. Je veux dire ce qui se passe dans cette direction. Il faut purger cette direction. Il y a un conflit de génération dans cette direction. Si, je vous dis, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont habitués à ces pratiques, qui sont habitués à ouvrir des plis même à 0 heure. Prendre les gens comme ça, expérimenter non, je vais vous dire comment ça se passait les marchés publics là-bas avant. On respecte les choses, on ne respectait pas les normes là-bas avant. On ouvrait les plis à n'importe quelle heure. On donnait des marchés à n'importe qui. Ça respectait les règles, ça respectait les textes. C'est cette habitude-là qui est ancrée. Pour le changer, ce sera difficile. C'est pour ça que des choses comme ça sortent. Avant, on ne les entendait pas. Est-ce que vous entendiez qu'il y avait des problèmes de non-respect de procédures, etc. Des entreprises qui osent porter plainte, etc. Ça n'existait pas avant. Parce qu'avant, c'était du copinage. C'était la dame, là, elle est jolie. Donc, je lui donne le marché parce que moi, après... Oui, je vous dis comment ça se passe. Mais oui, la plupart des femmes se sont enrichies ici. Elles ont eu des marchés. La plupart des gars se sont enrichis parce qu'ils étaient les mieux-disants en termes de pot de vin. Ça ne se passait pas dans les règles de l'art. Cette fois-ci, il y a des sanctions. Cette fois-ci, il y a des gens qui disent qu'il faut suivre les normes. Et bien, cette pourriture-là, pour la nettoyer, il faut que ça sente d'abord. Merci beaucoup, mon cher Roby. Un peu d'eau dans ton vin, mon petit. Oui, c'est la vérité que je dis. Voilà. Ça fait mal, mais c'est vrai. Mais non, tu n'as pas le monopole de la vérité. Je dis c'est vrai, donc ça fait mal. Je suis malheureusement d'accord avec Roby. Cela ne m'étonne pas. Je pense qu'il faut procéder à une épuration sélective. Parce qu'il y a une volonté de réforme. C'est clair, qui est clair. Mais cette volonté, malheureusement, se heurte au dédale des intérêts. Parce que ce qu'Avocat vient de nous expliquer, c'est une affaire de gros sous. Et vous avez des... Le marché, c'est combien exactement, l'enveloppe? L'enveloppe n'est pas déterminée, mais selon les offres, les établissements Kalilou Barreau... Mais dans ces cas-là, normalement... Venez en première position. L'enveloppe, oui. Il y a quand même, je veux dire, des baromètres, quelque part. On lance l'appel d'offres. On dit ce qu'on a exactement pour financer. On fait la description. On fait la description des lots et à chaque entreprise donc de proposer à combien elle peut livrer ces fournitures-là. Les établissements Kalilou Barreau avaient une offre autour de 9 milliards et quelques. Et la surprise, c'est que l'entreprise JICA, à laquelle on a attribué ce marché, en tout cas, s'agissant du lot
concernant les tenues et habillements, cette entreprise JICA, elle a proposé une offre autour de 12 milliards. Donc il y a une différence de 3 milliards. Cette entreprise JICA n'arrivait même pas troisième parce qu'il y a une entreprise, une seconde entreprise qui venait deuxième avec 9 milliards, un peu plus que l'offre qui a été faite par les établissements Kalilou Barrow. Je pense qu'il faut respecter la démarcation fonctionnelle entre ces structures. L'ARMP, c'est l'autorité qui donne le cutus pour qu'un marché soit validé. Ouais. Mais apparemment, lorsque cette structure, Amara Somparé, je vous le dis, je ne vous le cache pas, il a du mal à travailler parce qu'il est... Qui démissionne. Oui, mais il a du mal à travailler parce qu'il prend souvent des décisions qui vont en contresens de pas mal d'intérêts, des habitudes. Parce qu'il y a des gens à l'intérieur de l'administration générale des grands projets qui n'arrive pas à gober les décisions d'un jeune qui veut travailler dans la droiture, dans la rectitude. C'est assez compliqué. Si on lui met les bâtons dans les roues, tu jettes le pont. Non, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand on vient vous voir, Lamine, c'est le président qui est derrière cette décision. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez à la présidence, vous demandez des comptes. Justement, le président, je peux vous dire, qui lui a donné le cutus, il a dit aux jeunes de faire son travail dans les règles de l'art. Mais vous savez, les habitudes en Guinée ont la vie dure. J'ai pas dit le contraire. Oui, mais... Moi, je serais sombre, je vous assure. Je suis désolé. Je pense que Lamine comprend mal. Il n'a pas besoin de démissionner. Il a fait ce qu'il devait faire. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui on est en train de parler de ce sujet. S'il quitte, qui viendra faire le boulot? Je sais que de toute façon, il y a d'autres gens. Mais je pense que c'est pas une question d'homme, de son pour. Il fera son boulot. Parce qu'Amara Somparé relève d'une institution qui s'appelle l'administration générale. J'ai pas dit le contraire, mais comme dit bien entendu. Les tensions, c'est entre son institution et l'ARMP. Et lorsqu'on sait que les décisions de l'ARMP s'imposent à tout le monde, je pense que il faut savoir raison garder. Merci. Allez, Tamba. Le nom de Somparé, il est apparu dans cette situation parce que Roby et Djibril en ont fait mention. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord, malheureusement, avec Lamine. Et pour une fois, il faut dire que lorsqu'on sent qu'on est à un poste inutilement et que ça n'aide pas à avancer les choses, je pense qu'à un certain moment, il faut avoir le courage de jeter l'éponge. Mais sur 3 grands dossiers, on a entendu le nom du président de la République. La TNT, aujourd'hui on parle du président de la République. Sur le projet avec EEDG également, avec Cahors, vous vous rappelez, on a également parlé du président de la République. TNT, aujourd'hui, vous avez ouvert une brèche, s'ils ne font pas attention, les écrans seront noirs en 2016 ici. On va rien regarder. Mais justement, sur cette question de TNT, on indexe encore le président de la République qui serait en train de mettre les bâtons dans les roues d'une commission qui a été instituée à l'effet. Aujourd'hui, on parle également de l'action du président de la République. Je vais vous le dire, je suis porté de croire que M. Alpha Condé peut bien ignorer toute la démarche légale qui est établie là-dessus, la démarche administrative, pour imposer son quitus. Ce que je crains, sérieusement, c'est le temps de Lansana Conté. Vous vous rappelez, lorsque la justice a épinglé, je crois c'était Mamadou Sylla, justement, on a vu Lansana Conté aller le sortir de prison. Et on sait ce qu'il a dit, la justice, c'est moi. Je pense que c'est là que ça commence. Aujourd'hui, on dit, on n'en est peut-être pas là encore. Tu n'as pas dit quand même que... Attendez. Je vais vous dire une chose. Tamba, tu n'as pas dit quand même que le président est bipolaire, mon grand. Mais Lamine, comment vous expliquez s'il est avéré que le président de la République ait pu dire... Non, prenez... S'il est avéré, mais j'ai dit s'il est avéré, j'ai parlé français. S'il est avéré, dites-nous, sérieusement, comment est-ce qu'on appelle ça? Que l'exécutif, il y a une réglementation, que l'exécutif puisse dire non, laissez tomber, prenez ça, alors qu'il y a une réglementation. Il se substitue à la loi lui-même. Moi, je vais vous tacler ce matin lorsque vous demandez à tout vent que tout le monde démissionne. Lorsque l'élite disparaît d'un pays, c'est la médiocrité qui s'installe. Amara Somparé, il est mal à l'aise parce qu'il essaye de faire son travail. Et je lui donne d'ailleurs du courage parce qu'il faut ça. Si c'est une décision éminemment politique, je suis tout à fait d'accord qu'on dise que la personne démissionne. Mais là, c'est un travail technique. Ce sont des apports qu'il veut. Non mais si vous lui demandez de démissionner, il va démissionner, on va laisser les mêmes personnes continuer la même pratique depuis tout longtemps. Non. Tous ceux qui sont dans le sens du bon travail, il faut les encourager à persister malgré les difficultés, malgré les accros, malgré parfois s'il faut se donner des coups de poing pour que le travail soit bien fait, il faut se donner des coups de poing pour que le travail soit bien fait. Dans les hémicycles, on se boxe pour prendre des bonnes décisions. Eh bien, s'il faut en arriver là dans les bureaux, je demande à tout le monde de porter des gants. Bientôt, on va porter des gants, nous aussi, ici, chez les GG. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, vous nous regardez tous les soirs quand il est 22h30, juste après le 22h. Évidemment, depuis le 23 juillet 2015, il a disparu. La disparition de Chérif Diallo. Nous sommes aujourd'hui à 3 mois, 19 jours, sans nouvelles de ce jeune reporter ici à la Radio Espace, à Espace TV. Évidemment, vous voyez l'image encore une fois de plus. On va revenir longuement, pourquoi pas, dans d'autres émissions ici à la Radio Espace. Ils sont rentrés bredouilles, le moral dans les chaussettes, carrément là-dessus. Monsieur Mori Kourouma, capitaine de l'équipe nationale cadette. Donc, vous allez la voir ce matin chez nous. Et notre invité, notre premier invité ce matin, c'est bien sûr monsieur Georges Gadi Faragui Tunkara, ancien ministre de l'enseignement supérieur et candidat malheureux à la présidentielle de 2015. On le dit bien, les défis de la formation en Guinée. Quelle société pour quelle formation pour quelle société? C'est pas tautologie en tout cas. Il va être dans ce studio, mesdames et messieurs, pour nous en dire plus parce qu'on le sait très bien. C'est la grande rentrée scolaire en ce moment. Allez, on marque une pause de 3 minutes et puis on va revenir. On va essayer de faire un saut aussi du côté de PEDN. Là-bas, c'est les menaces en l'air. Un militant de PEDN donc, qui s'est dit être dans le viseur des partis, du partisan du pouvoir, donc à Barreau, sous préfecture de Kouroussa. Son crime, avoir affiché de manière ostentatoire son appartenance au parti de l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. L'ultimatum 72 heures qui lui aurait été donné pour quitter Barreau expire ce mercredi. Comment réagit-on du côté de PEDN? François Faya Bourneau, donc responsable communication du côté de PEDN. Nous allons l'appeler ce matin chez les GG. Une pause de 3 minutes et on revient. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette émission sur ce site internet actuconakry.com. Vous avez là la possibilité évidemment de réécouter l'émission, non seulement audio mais aussi vidéo évidemment, avec monsieur Sidimé. Allez, on s'intéresse à notre invité. Vous le voyez à l'écran évidemment, le système éducatif guinéen bat de l'aile, on le dit, depuis belle lurette. Les problèmes d'infrastructure combinés au déficit de formation des formateurs, c'est la corruption et le clientélisme. Il le dit bien, Djibril Camara ce matin. Georges Gadi Faragui Tunkara, ancien ministre de l'enseignement supérieur et candidat malheureux donc à la présidentielle 2015. Et oui, ce livre, on le conseille, vous téléspectateurs, vous le voyez déjà, des idées de la formation en Guinée. Beaucoup de choses à dire ce matin, Ahmed Camara, notre invité dans ce studio, mon cher ami. Bonjour Monsieur le ministre et Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, ce matin ou ce soir, nous parlerons donc de l'enseignement dans sa globalité. Vous avez fait une analyse, d'où ce mémo où il est écrit donc les défis de la formation en Guinée. Quand on veut parler de formation, on va parler beaucoup, mais concrètement, quel est le diagnostic que vous avez fait d'entrée de jeu dans ce document? Le diagnostic premier, c'est la situation particulière de la Guinée. En matière d'éducation. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le seul pays à ne pas avoir un ministère de l'éducation nationale. Ce qui signifie que nous avons des ministères d'enseignement supérieur, secondaire, primaire, mais nous n'avons pas d'éducation nationale. On enseigne, on n'éduque plus. Et sans éducation, l'homme n'est rien. Il faut nécessairement arriver à combiner ces deux pour pouvoir avoir un homme de qualité. La Première République en Guinée a donné la priorité à l'éducation au détriment des enseignements. Cela a consisté à former des jeunes révolutionnaires, des jeunes engagés pour leur pays, des jeunes capables de se sacrifier, de se tuer pour leur pays, pour valoriser leur pays. C'était une éducation très forte. Et vous avez vu la jeunesse de cette époque, comment elle était engagée. C'est l'époque de gloire de notre sport, avec le Afia Football Club, le Sili Performant, avec les ballets africains, mais aussi avec des orchestres comme le Bembea Jazz, qui étaient des structures engagées, patriotiques. La Deuxième République a mis l'enseignement au détriment de l'éducation. On s'est mis à créer beaucoup d'écoles avec la privatisation, on s'est mis à développer des structures d'enseignement et on a fait fi de l'éducation. Donc il y a eu une chute.
Et avec la liberté donnée, nous sommes vite passés au libertinage. Avec l'ouverture de la Guinée sur l'extérieur, nos valeurs ont été sabotées, ont été sapées, sont tombées en désuétude et nous sommes tombés dans les grandes délinquances telles que le mouvement des gangs à l'époque, telles que toutes ces dégradations. Et si vous voyez l'évolution criminologique de la Guinée, vous verrez qu'on est passé de la petite délinquance à la grande délinquance, au braquage. Même en mer aujourd'hui, il se passe des choses inimaginables. Tout cela veut dire qu'il est nécessaire pour la Troisième République de combiner l'éducation et l'enseignement afin de créer un homme de valeur. Ça revient à cette célèbre phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si on donne seulement aux individus la compétence, le savoir-faire, sans leur donner le savoir-être et le savoir-devenir, ils deviennent des hommes incomplets. Et parfois même des bourreaux, et parfois même font du mal sans vouloir le faire, mais parce que tout simplement ils n'ont pas reçu cette éducation-là, ils ne peuvent pas le faire. Donc la démission des parents. La démission des parents, Ouais. la démission des parents, Ouais. la démission de l'État, la démission de la société. Voilà. Alors, lorsqu'on voit l'éclatement de la cellule familiale aujourd'hui, Ouais. où le père n'a plus l'autorité qu'il faut sur ses enfants, Ouais. c'est grave. Mais tout cela aussi s'explique par tout un contexte Ouais. où la pauvreté fait que parfois, le père n'ayant pas les moyens, c'est la jeune fille qui se prostitue pour amener la popote à la maison. Donc il y a tous ces facteurs, c'est tout un ensemble, d'où l'impérative nécessité de mettre sur pied un ministère de l'Éducation nationale qui va donner une vision, qui va dire de quel type d'homme la Guinée a besoin aujourd'hui pour son développement. Pensez-vous que c'est politique? Parce que quand vous insistez sur ce ministère, monsieur Tunkara, c'est important de revenir dessus parce que vous avez été quand même ministre de l'enseignement supérieur dans ce pays. Qu'est-ce qui a échoué finalement à la fin du compte? Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas laissé faire? Oui, l'échec, c'est le manque d'articulation entre les trois départements. Le manque d'articulation, l'autonomie de chaque département fait que chacun prêche pour sa paroisse. Ouais. Conséquence, il est difficile d'articuler les trois départements pour aller vers une politique globale d'éducation. D'où la nécessité d'un ministère de l'Éducation nationale qui va coordonner toutes ces activités pour arriver à des résultats positifs et satisfaisants pour la mais vous ne trouvez pas que arriver à un tel schéma d'un ministère englobant toute la question de l'enseignement et de l'éducation, vous ne trouvez pas que cela risque de faire en sorte qu'on ne s'attaque pas aux problèmes segment par segment? Est-ce qu'un tel département pourra cerner tous les problèmes? Est-ce que ça ne va pas être trop lourd selon vous? Ce que je vous dis n'est pas une invention, hein. Ça existe partout. Je ne suis pas en train de Oui, d'innover. il y a aussi une volonté, en faisant des segments, il y a une volonté que chaque cas soit traité au mieux, soit mieux cerné. Mais le problème dans ce cas, c'est que pour valoriser la filière professionnelle, il faut que cela soit fait dès le départ. Cela signifie qu'il faut que l'enseignement préuniversitaire puisse avoir des programmes capables d'inciter au métier manuel. Or, dans nos programmes actuels, cela n'existe pas. Donc, il est difficile pour un enfant à l'école primaire de se voir dans une dynamique d'école professionnelle qui est considérée comme une structure dévalorisante. Ouais. Donc, cela déjà est un premier handicap. D'où un ministère de l'Éducation nationale capable de faire des programmes qui puissent permettre à l'enfant à l'école primaire de développer certaines aptitudes. Le dessin, la manipulation, la mécanique, et ainsi de suite, pour qu'ils puissent avoir des envies et des goûts pour ces métiers-là. Malheureusement, cela n'est pas fait. Donc, conséquence immédiate, c'est que les gens ne vont vers la formation professionnelle que lorsqu'ils se trouvent en situation d'échec. C'est quand on échoue au brevet qu'on s'oriente vers le professionnel, on échoue alors que ça ne devrait pas être ça. Dans les autres pays, on va vers l'enseignement technique, c'est un enseignement d'élite. Quand vous prenez l'ancien lycée Maurice Delafosse du Sénégal, qui est rebaptisé maintenant par un nom africain qui m'échappe, vous verrez que c'est l'élite qui va vers cette formation-là. Parce qu'elle est sûre qu'après sa formation, elle trouve automatiquement du travail. Ouais. Ce qui n'est pas le cas chez nous. L'enseignement professionnel est considéré comme un enseignement au rabais. Donc il y a un travail de valorisation à faire. Parce que moi, je reste convaincu que le salut de la Guinée passe par le développement de l'enseignement professionnel et de l'enseignement technique. Alors, monsieur le ministre, qui parle d'éducation nationale parle de priorité, mais aussi d'orientation. Quelles devraient être, selon vous, les priorités ou les orientations d'un ministère de l'Éducation nationale? La première priorité serait de dire et de poser une planification. Ouais.
de dire de combien d'agronomes la Guinée a besoin aujourd'hui, de combien d'ingénieurs la Guinée a besoin, combien de médecins, combien d'agriculteurs, ainsi de suite. Donc, des questions. Oui, j'ai pas compris. Non mais de combien d'agronomes la Guinée voilà, a besoin? justement, une série de questions. Oui. Ouais. Et ensuite, on forme pour répondre à ce besoin. Ouais. D'où le problème. Adéquation société... emploi. Exactement. D'où la question, quelle société pour quelle formation? Justement. Lorsqu'on sait que la Guinée Et est une quelle société... formation pour quelle société? Merci. Lorsqu'on sait que la Guinée est une société à majorité pastorale, il est donc important de développer une formation sur le domaine agricole, en développant les écoles agricoles. Donc sur du mesure. Exactement. C'est du mesure à la carte, à la commande, Ouais. en fonction des régions. Une question Si vous prenez une de zone l'adéquation, comme- si- formation, Vous emploi. prenez une zone comme le Fouta, Oui. il serait important de développer dans ces zones des formations telles que les vulgarisateurs ruraux, des jeunes à partir du certificat d'études conformes pour l'utilisation des engrais, pour les piqûres, injections ou de la distribution des médicaments pour le bétail, ainsi de suite. Vous verrez que ces jeunes seront intégrés à leur communauté. Pour les jeunes filles, formées à des métiers tels que la transformation des produits agricoles, dans le domaine laitier par exemple, fabrication du beurre, fabrication de ceci, ainsi de suite. Donc il y a tout un apanage de choses à faire qui ne peut se faire que lorsqu'il y a une vision donnée à l'enseignement. Il faut que l'enseignement serve à quelque chose. Tout enseignement, toute formation qui ne débouche pas sur un emploi n'est pas une bonne formation. Alors, si on parcourt un petit peu, en tout cas le mémo, vous adressez en tout cas un courrier de l'impératif, vous le dites nécessaire, de créer un conseil national de l'enseignement, de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Vous adressez ce courrier au général Lansana Conté à l'époque à Bakadalo. On va essayer de faire un point sur le premier, par exemple. Créer un conseil national de l'enseignement, de l'éducation, de la formation et de l'emploi, CNEEFP, qui relèverait donc directement de vous et qui aura pour mission essentielle de dégager et préciser les voies et moyens de répondre à la problématique formation-emploi. Très bien. J'ai envie de m'appuyer dessus parce que quand on prend un petit peu sur la mandature du président Condé, en tout cas si ma mémoire est bonne, on a fait ici des journées dans ce sens. Oui, absolument, des assises assises au dans ce terme sens. desquelles même on a parlé d'un livre blanc. Justement. Et voilà. Pas de solution. Absolument. Toujours. Est-ce Finalement. que ça ne ferait pas un conseil de trop? Justement. Quelle va être la véritable vocation de ce conseil-là? Parce Merci. que c'est quand même une idée nouvelle. Ouais. Mais il faut dire qu'il y a un ensemble d'institutions comme ça qui sont prévues dans son document. À part le Conseil national de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et de l'emploi, il envisage aussi, et il propose la création d'une commission nationale d'organisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la création d'une chambre des métiers, la création d'un service d'orientation professionnelle et la création d'une direction générale de l'organisation des programmes, de la pédagogie et de l'orientation. Enfin, la création d'un comité national de lutte contre le chômage. Donc, une belle bordée d'institutions. Ce courrier adressé en 1995 au président Conté était d'attirer son attention qu'il fallait sortir la formation professionnelle et l'enseignement technique de la tutelle du ministère de l'enseignement secondaire. Oui. Et il se trouve qu'en 1996, dans le gouvernement Sidia, je pense, ça a été effectivement élevé en ministère. Le conseil dont vous parlez, je l'avais créé lorsque je suis arrivé au département pendant la transition. Il était composé par les syndicalistes, par le patronat, par les enseignants, par également certains parents d'élèves. Ouais. Son but unique est de demander aux chefs d'entreprise, aux employeurs, de quel type de cadre ils ont besoin. Ouais. Ils nous définissent le type de cadre qu'ils ont besoin. Donc à la carte toujours. Exactement. Et moi, je dis aux universités, répondez à cette demande-là. Parce que puisqu'ils le demandent, si vous formez ceux qu'ils veulent, ils vont les employer automatiquement. Et cela avait très bien démarré. Il y a eu des entreprises qui s'étaient investies au niveau du centre de l'Abbé, non de Mamon plutôt, le centre universitaire de l'Abbé, et qui a fait un partenariat où les étudiants descendaient tout de suite dans cette entreprise-là. Parfois même, on les aidait. Malheureusement, ceci a été interrompu, bien sûr, avec notre départ. Donc, c'est pour vous dire, pour terminer, qu'il n'y a rien à inventer. Il suffit tout simplement de s'asseoir et de définir qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée
et qu'on essaie de répondre de façon scientifique, je dis bien de façon scientifique, à ce besoin-là. Allez, Roby. Deux petites questions. Je vais revenir un peu au début de votre intervention. Ton micro n'est pas activé. Je vais revenir un peu au début de votre intervention. Voilà. Lorsque vous parliez de l'éducation et de la démission des parents, mais où mettons le rôle de l'ouverture aux médias, notamment les réseaux sociaux qui ont contribué à éduquer? Vous parlez de criminalité, etc., échelonnée. Cela a commencé lorsque nous avons été ouverts. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut instaurer un système comme d'autres pays qui contrôle l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes? Ça, c'est une première question. Deuxième question, on parlait tout à l'heure de conseils. C'est bien de créer les conseils, mais où en est-on avec un système d'orientation qui existait à l'époque, qui orientait les élèves en fonction de leur performance dans les notes? Est-ce que cela ne facilite pas la compréhension? Est-ce que cela ne facilite pas la formation au niveau des étudiants? Parce que quand on les oriente, c'est mieux. Ils se retrouvent dans leur domaine. L'orientation, elle existe toujours. Hein. Mais il est bâclé. Il est bâclé. Si, elle est bâclée maintenant, cette orientation. Sur les deux questions. Vous verrez que dans le document, je propose un conseil pour l'orientation, mais qui va s'appuyer non pas sur l'orientation due par l'échec, mais sur l'orientation en fonction des passions. Parce que lorsque l'individu va vers un métier qu'il n'a pas choisi, parce qu'on l'a mis là-bas, mais ça ne sert à rien, il va le suivre, après il va aller s'asseoir à la maison, ça ne l'intéresse pas. C'est clair. Mais lorsque c'est lui qui choisit ce métier, il le fait avec passion. Ouais. Comme les journalistes d'espace font leur métier avec passion, je le découvre tous les jours. Vous êtes à l'heure, vous ne manquez pas, vous êtes toujours ici parce que vous aimez ça, parce que vous avez choisi ça. Et bien c'est cette passion-là qu'il faut développer chez les jeunes. Et la première question touchait si vous regardez dans le même vous regardez dans le même document, vous verrez que je dis dedans que le troisième élément et le plus fort de l'éducation aujourd'hui reste les masses médias. Ouais. On va revenir, monsieur le ministre, dans un instant. Évidemment, on est pris par le temps, malheureusement. On se fait une pause et on revient, évidemment, entre autres, avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Georges Gandhi Faragé Tunkara. Donc, voilà, il est notre invité ce matin. Le défi de la formation en Guinée. Quelle société pour quelle formation? Quelle formation pour quelle société? Évidemment, on s'intéresse là-dessus dans un instant sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.